Vous écoutez Merci Bocuse. Ah mais alors, c'est ce qui me dérange dans cette émission, c'est mon émission préférée là. Un podcast en hommage à Monsieur Paul. Il ne se comporte jamais comme une star. C'est un monsieur hors du commun. Aujourd'hui, au micro de Merci Bocuse, le chef Gilles Reinhardt. Est-il encore nécessaire de présenter le chef Gilles Reinhardt en cette année du centenaire de Paul Bocuse ? Bon allez, je me lance pour les quelques personnes non initiées. Chef exécutif du restaurant gastronomique, Gilles Reinhardt intègre une première fois l'équipage en 1995 à 20 ans. 2 ans au fourneau, subissant pression, rythme effréné, il part pour mieux revenir quelques années plus tard. Gardien du temple, Gilles Reinhardt est également ambassadeur de la marque en France et à l'étranger. Chef, à l'âge de 6-7 ans, vous étiez déjà passionné de cuisine. Comment êtes-vous arrivé dans cette maison mythique ? J'ai déjà eu de la chance d'avoir une maman qui était très bonne cuisinière, donc ça a servi certainement, elle est quelque part responsable de cette vocation. Et je suis arrivé ici en 1995, premier passage. Ça n'a pas été forcément un hasard parce que auparavant j'avais fait l'école hôtelière à Strasbourg. Et sur une finale de meilleur ouvrier de France, Monsieur Paul, qui était président du jury, était présent avec plein d'autres chefs. Et quand j'ai vu cet homme, c'était une évidence. À l'époque, c'était des années où Monsieur Paul était affiché de partout parce qu'il développait également des plats cuisinés. Donc quand on voyait cet homme se placarder 10 mètres par 5, ça imposait. Et tout naturellement, en sortant de l'école hôtelière, j'ai envoyé un CV. J'en ai envoyé plusieurs. C'était le premier à me répondre. Je suis venu me présenter et je suis jamais parti. Et que ressent le jeune homme de 20 ans quand il arrive dans une telle institution ? Déjà une fierté personnelle de sortir de son petit village, d'aller voir autre chose, et également beaucoup de pression pour justement être à la hauteur et des attentes de ce qu'une maison comme ça peut exiger. J'imagine bien. Et vous disiez donc que vous aviez appréhendé l'image de Monsieur Paul car il représentait déjà des marques et une forte visibilité en France. Est-ce que l'homme que vous avez découvert correspondait à cette légende une fois que vous êtes arrivé au sein de cette auberge ? Bien sûr, alors c'est un peu paradoxal parce que à l'extérieur, on le voyait comme une personne inaccessible. Et en fait, quand il était dans sa maison, c'était quelqu'un de très simple, quelqu'un de très abordable, qui posait des questions, qui s'intéressait à son personnel. Et ça c'est important déjà d'avoir de la reconnaissance quand on démarre dans le métier et gagner en confiance. Alors, qu'est-ce qui vous a fait partir au bout de 2 ans ? Alors, ce qui m'a fait partir au bout de 2 ans, c'est que j'étais déjà le plus ancien. Parce qu'à l'époque, les cuisiniers venaient pour 1 an. C'était simplement pour avoir ce diplôme, un certificat, comme quoi ils sont passés dans cette maison prestigieuse. C'était pas compliqué, on pouvait travailler où on veut. C'était beaucoup d'heures de travail aussi, il faut le dire. Une pression, parce que Monsieur Paul, c'était quelqu'un de très exigeant. Et au bout de 2 ans, j'étais le survivant entre guillemets, et j'ai dit il fallait voir aussi autre chose. Et quand j'ai franchi la porte, je suis parti en très bons termes. J'ai dit plus jamais je reviendrai à Collonges parce que c'était très dur, mais c'était ce qui forgeait aussi et ce qui forge le caractère et le début d'une carrière. Et je suis parti 3 ans en donnant des nouvelles. Chaque année, j'appelais pour la nouvelle année. Et au bout de 3 ans, un jour, il y a le téléphone qui a sonné. Et c'était Monsieur Paul qui m'a dit « Bon, t'en es où ? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant ?» Je dis « ça tombe bien que vous m'appeliez. J'ai fait 3 ans, je veux voir autre chose. » Et là, il m'a dit « J'ai une place pour toi.
viens me revoir. Et dans ma tête, je me suis dit, j'espère juste qu'il va pas me proposer de revenir. Et je suis revenu le voir. J'ai eu un entretien avec Roger Jaloux aussi également à l'époque, qui était le chef. Et ça n'a pas loupé. C'était pour que je revienne parce que le chef Jaloux partait à la retraite. Doucement, hein, il était là les week-ends et il fallait préparer un peu, entre guillemets, la suite. Et je suis revenu, en fait, finalement, tout naturellement. Est-ce qu'il a fallu réfléchir longtemps avant de donner votre accord ? Au fond de vous, est-ce que ce n'était pas déjà acquis tout ça ? Si, quelque part, mais bon, est-ce que j'avais le choix ? Il m'a dit, je te rappelle ce soir. Je l'ai vu le matin à 10h, le soir, il fallait que je donne une réponse. Juste le temps de remonter à Reims à l'époque. En fait, c'était la chose logique des choses, parce que je suis parti dans l'idée de ne pas revenir, mais il y avait quand même quelque part un goût d'inachevé, parce qu'il y avait ce concours de meilleur ouvrier de France qui me trottait derrière la tête, donc autant faire les choses comme il disait, quoi que tu fasses, peu importe, mais quoi que tu fasses, fais-le bien. Et donc c'est ce qu'on a toujours, ça a toujours été mon leitmotiv et ces idées bien arrêtées. Vous disiez que Paul Bocuse était extrêmement exigeant. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez expérimenté uniquement à ses côtés, que vous n'avez pas expérimenté ailleurs ? L'exigence, ouais, ça passait en fait par la rigueur. Avec toutes ces années, il nous a moulé, il nous a formaté à la Bocuse, dans les façons de travailler, dans la façon de se présenter toujours, travailler proprement. Mais après, voilà, ça fait partie de l'identité de la maison. Comme je dis, nous, quand on n'a pas de toc, quand on n'a pas un tablier, quand on n'a pas un torchon, on a l'impression de ne pas être dans notre rôle. Et aujourd'hui, si nous, on monte pas aussi encore certains codes, tout risque de partir un peu dans tous les sens. Mais en tous les cas, ici, les cuisiniers ils viennent, ils sont rasés. Ils sont habillés proprement, une veste trépassée, un tablier, une toque propre. Et c'est ce qui fait aussi l'identité de la maison. Et justement, en termes d'identité, y a-t-il des techniques surprenantes qu'il vous a apprises ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il était le seul à faire ? Monsieur Paul était un très grand technicien. Moi, j'ai des souvenirs de retours de chasse où il revenait avec le gibier, il posait ça sur la table. Il commençait à prendre un couteau et découper. Il savait très bien où il fallait passer, où il fallait qu'il casse l'os. Et là, c'était juste des moments incroyables. Parce qu'en fait, tout le monde s'arrêtait de travailler. Tout le monde venait autour de la table. Il y avait le silence qui se créait et on observait et puis on buvait ses paroles et on regardait ses gestes pour pouvoir les reproduire. Et il les cuisinait, ces retours de chasse ? Est-ce qu'il y a Bien sûr, justement un plat qu'il réussissait d'une façon... Les retours de chasse, on cuisinait le marcassin, on cuisinait le chevreuil, le lièvre à la royale, qui est ici un grand classique de la maison en période de chasse. Et beaucoup de techniques, voilà, comment des nœuds, avec sa ficelle, sa fameuse ficelle pour nouer la vessie, la certaine technique. Non, c'était vraiment un très grand technicien. Et est-ce qu'un service a été plus mémorable qu'un autre à ses côtés ? J'ai envie de vous dire que des services mémorables, les services mémorables c'était les services du quotidien, parce que Monsieur Paul accueillait ses clients, leur disait au revoir, mais entre-temps, il se mettait sur le coffre qui était situé devant la cuisine et il nous observait et il nous regardait travailler. Et baisse le feu, mets le feu un peu plus fort, attention à la coloration. Et en fait, il nous
il cuisinait, j'ai envie de dire, il cuisinait à distance, à quelques mètres de nous, mais rien ne lui échappait, aucune assiette qui sortait lui échappait et aucun plat. A priori, même à l'oreille, il savait identifier une cuisson. Exactement. Parfois, quand on avait le beurre qui chantait un peu trop fort, attention, ça risque de brûler. C'était assez incroyable. Et est-ce qu'il y a eu un plat raté ? Est-ce qu'il y a eu une catastrophe en cuisine, sans vouloir reprendre le titre de l'émission Cauchemar en cuisine ? Non, mais après, des catastrophes, on n'est pas à l'abri d'imprévus, mais moi j'ai un petit souvenir où une table où le loup en croûte était cuit, mais en fait, il y en avait 3 sur la grille, et je m'étais surestimé en force, j'ai tiré la grille, mais mon poignet n'a pas résisté et les barres en croûte sont tombées par terre. Et c'était un moment où il a juste quitté la cuisine, il allait voir ses amis et il revenait, il se remet sur le coffre et il dit les barres en croûte sortent bientôt. Oui, ça arrive monsieur Paul, vous inquiétez pas. Et donc du coup on a dû faire une petite feinte pour envoyer les barres en croûte et qui s'aperçoit de tout s'est bien passé. Bien évidemment, on connaît le côté farceur de Paul Bocuse. Avez-vous vous-même été victime d'une de ces blagues en cuisine ? Oui, j'ai un souvenir où un matin, il était revenu des Halles de Lyon, qui maintenant s'appelle Paul Bocuse, et il y avait la poubelle qui était apparente, qui était devant nous. Et là, je le vois, il met sa main dans la poche, et il sort discrètement un billet de 500 qu'il met dans la poubelle, puis il me fait un clin d'œil, puis il se met sur le côté. Puis il attendait juste qu'il y ait un commis qui passe et qui alors soit qu'il le dit ouvertement, il y a de l'argent dans la poubelle, ou qu'il le prenne le billet pour qu'il puisse le tomber dessus, quoi. Mais voilà, c'était Paul Bocuse, c'était un farceur. Des anecdotes, il y en a plein, même avec ses copains Jean Troisgros à l'époque, qui nous racontait que quand il était à Paris, il lui clouait ses chaussons au sol sur le parquet, et puis le matin, il lui disait vite, il faut qu'on y aille. Donc il sortait de son lit, et puis enfin bon, bref, il y a plein d'anecdotes comme ça, mais c'était un farceur avec son côté qui était tellement strict, tellement rigoureux. À côté, on s'aperçoit que c'était aussi des grands enfants. Alors tous les dimanches, vous partagiez le déjeuner avec Monsieur Paul dans cette salle à manger où nous nous trouvons actuellement. Est-ce qu'on se prenait toujours au sérieux autour de cette table ? Entre vous, alors il était toujours très moqueur auprès des autres ? Justement, de ne pas se prendre au sérieux, c'est peut-être aussi ce qui a fait sa force. Et que ça reste quelqu'un de très, très accessible. Mais oui, on a eu la chance de partager des très grands moments, des très beaux moments, que ce soit des Noëls, des anniversaires avec lui, où on échangeait un peu sur la semaine qui s'était écoulée, les clients, des plats simplement, mais après aussi de la pluie, du beau temps, ce qui se passait en ville, de nos familles, parce qu'au-delà d'être présent sur un lieu de travail, il se souciait aussi du bien-être de nos familles. Et dans cette pièce, justement, y a-t-il un objet ? Alors la pièce, pour nos auditeurs, est remplie d'objets souvenirs. C'est un musée, la pièce n'a rien à changer. En fait, depuis son décès, on a voulu vraiment la garder intacte. Et aujourd'hui, on continue à partager les repas du dimanche avec Françoise, avec Vincent, avec Olivier, avec Benoît, avec Francesco. Voilà, on voulait pas enlever ces habitudes. Alors, y a-t-il justement un objet qui vous fait penser à Monsieur Paul ? Des objets, il y en a plein. Il y en a un en particulier, là, je vois, c'est un éléphant que j'avais ramené, un petit éléphant que j'avais ramené de Thaïlande, quand on en partait en semaine gastronomique, on partait sous son nom. Il nous faisait entièrement confiance, et même à l'autre bout du monde,
et ben on pensait à lui, on pensait à madame, à monsieur. Et chaque fois, je ramenais quelque chose un petit objet, un petit souvenir. Donc moi, ça me fait également plaisir parce que c'est des objets qu'il aurait pu à un moment jeter ou. Oui, il a eu l'élégance de les Mais conserver. vraiment, il a toujours tout gardé. Le monde entier est passé par cette maison. Y a-t-il un client ou une personnalité dont vous vous souvenez particulièrement? On en a eu beaucoup. On a eu des présidents, on a eu des chanteurs, on a eu Tony Parker, Eva Longoria, Jamiroquai, enfin on a eu Johnny Hallyday, Bill Gates. Voilà, on a eu énormément de stars, énormément de gens, des personnalités. Mais en fait, la vraie star, c'était Monsieur Paul. Donc pour nous, c'était on cuisinait, qu'on cuisine pour Monsieur Paul, qu'on cuisine pour les clients, c'était pareil. Alors après tant d'années dans cette maison, vous devez donc avoir des milliers d'anecdotes à nous raconter, mais est-ce qu'il n'y en a pas une plus amusante que les autres que vous aimeriez partager avec nous? Alors j'ai un seul regret, c'est qu'avec toutes ces années, j'ai pas noté toutes les anecdotes, toutes les histoires, parce que ça aurait fait un beau livre, peut-être même plusieurs tomes. Mais là, tout de suite, une petite anecdote, c'était ce qu'il aimait bien faire. C'est souvent, on avait des petites démonstrations en cuisine avec des journalistes. Donc souvent, il faisait, soit à l'époque, c'était son œuf meurette qu'il aimait bien faire. Et un jour, il m'avait dit, cuis des œufs durs. J'ai pas bien compris pourquoi. Et il m'avait fait préparer le poste pour la démonstration avec des œufs frais. Et en fait, lui, il avait pris la journaliste à côté de lui pour la démo, pour la faire participer. Et lui, il avait cassé les œufs frais dans les saladiers. Et il a dit à la dame, faites comme moi, faites pareil. Et puis la dame, elle a essayé de casser les œufs, mais ils ne sont jamais cassés parce que c'était les œufs durs qu'elle était en train d'essayer de clarifier. Qui était Paul Bocuse pour vous? Un mentor, un père, un patron? Les trois à la fois? Les trois à la fois, parce que Monsieur Paul, c'est celui-là qui nous a transmis, qui nous a fait grandir, qui nous a protégés, qui nous a guidés, qui a fait de ce qu'on est aujourd'hui. Il faut mesurer la chance aussi qu'on a d'être dans une très belle maison, une maison emblématique. On est dans sa maison, on est chez lui. Et ça va au-delà de ça, comme je disais avant, il se souciait de nos familles, c'est lui qui m'a trouvé ma maison, c'est lui qui se soucie toujours du bien-être. Et parce qu'on a passé finalement plus de temps ici, un moment avec lui, que moi j'ai passé avec ma famille, avec mes proches. Donc oui, ça représente beaucoup de choses. Et s'il n'avait pas été cuisinier, que serait Paul Bocuse à votre avis? Peut-être il était proche de la nature, il aimait aller se ressourcer à son étang, peut-être garde-chasse, il aimait les animaux, donc quelque chose dans ce style. Et qu'est-ce qui vous touchait le plus chez lui? Le génie de la cuisine, le farceur, comme vous disiez, le bon vivant, l'homme proche de la nature? Ce qui me touchait le plus, c'est qu'en fait, pour nous, à ses yeux, on trouvait qu'on n'était peut-être pas important. Enfin, voilà, on était là, on était des ouvriers, on travaillait, on faisait notre boulot. Mais en fait, c'était au-delà de ça, parce que tous les matins, moi j'étais un des premiers à arriver. À l'époque, je lui faisais chauffer ses céréales. Quand il faisait beau, il attendait sur le banc dehors. J'ai toujours ce regard où il est assis sur le banc et il regarde la maison. Tous les matins, il regardait la maison. Donc certainement, il réfléchissait aussi, ça cogitait dans sa tête. Et j'arrivais, je lui serrais la main, donc je voulais partir. Il me retenait, assieds-toi, et puis on discutait de la journée à venir, des clients.
pareil, de la pluie, du beau temps. C'était son côté humain. C'était son côté humain, oui. Et aujourd'hui, dans vos gestes quotidiens, que reste-t-il de Paul Bocuse? Peut-être des choses dont vous ne pensez même pas, mais il y a forcément un geste, une technique, une habitude. Mais en fait, on a été tellement formaté qu'en fait, tous les gestes, la cuisine, c'est quoi? C'est des milliers de gestes répétés avec rigueur. Et ces gestes, aujourd'hui, on les transmet de façon tout naturelle. Quand on change les cartes avec Olivier, on a toujours ce recul de dire bon, on va faire ça. Ou on part d'un élément et on dit ouais, ça il aimait bien. Donc il fait des essais. Est-ce qu'il aurait aimé? Toujours se poser la question, est-ce qu'il aurait aimé? Il n'y a aucun plat à la carte qui est mis sans ce recul et de se dire ah ça il aurait... Non, là on est peut-être allé trop loin. Il est toujours là. Donc il résonne toujours dans un coin de votre tête, finalement. Et est-ce qu'il y avait un rituel, un geste, un regard entre vous qui voulait tout dire? Après, vous savez, c'est pas forcément toujours les grands discours, mais un regard suffisait pour nous faire comprendre les choses, que ce soit positif ou négatif. Alors vous disiez qu'il était proche de vous, même à titre personnel, il vous a beaucoup aidé. Donc est-ce qu'il vous donnait des conseils également personnels sur votre vie de famille, de motivation? Quand vous aviez un petit coup de mou, est-ce qu'il était là pour vous? Voilà, pour vous redonner un petit peu de courage? Oui, la cuisine c'est un métier dur, un métier exigeant. Avant on avait un rythme effréné avec beaucoup de couverts. Et il savait très bien que sans nous, ça pouvait pas tourner non plus. Mais ça a été, en fait, comme je l'ai dit avant, ça a été un guide, un repère. Et aujourd'hui, le travail, je pense pas qu'il y ait une trahison. Le travail, il est fait et pourvu que ça dure. Est-ce que vous l'avez vu ému? Ouais, je l'ai vu. Alors lui est ému et je l'étais également. C'était quand, à la proclamation des résultats du titre des meilleurs ouvriers de France, c'est Paul Bocuse qui m'a remis la veste du MOF. On est tombé dans les bras un de l'autre et là ça a été un moment très très fort et c'est la première fois que je l'ai vu avec la larme à l'œil et très grand moment. Qu'on n'oubliera pas. Non. En cette année du centenaire, qu'est-ce qui vous traverse quand vous pensez à ces 100 ans? Je me dis que l'aventure continue. Il y a aussi une part de nostalgie. Il nous manque. Mais voilà, notre devoir, c'est continuer. On lui avait promis sur son lit de mort que l'aventure, qu'on n'allait pas lâcher l'affaire, qu'on sera là pour honorer sa mémoire. Donc on a fait les 100 premières années, et puis on est prêt pour les 100 prochaines. Et s'il était là aujourd'hui et qu'il vous voyait au fourneau, qu'est-ce qu'il dirait? Alors il était pas non plus... les compliments, c'était... Quand il disait rien, c'est que tout allait bien. Il dirait peut-être, les chefs, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Si vous pouviez lui parler une dernière fois, qu'est-ce que vous lui diriez à Monsieur Paul? Je lui dirais que qu'on n'a pas quitté le paquebot, que Jérôme, Françoise, les équipes et moi-même on veille sur cette continuité et que la situation est sous contrôle. Et pour finir, chef, Paul Bocuse en un mot? Unique. Merci beaucoup. Et ici, on ne dit pas merci beaucoup. À Collonges, on dit merci Bocuse. Vous venez d'écouter Merci Bocuse. Rendez-vous très prochainement pour de nouvelles anecdotes. Merci beaucoup. Non, merci Bocuse.